Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième chapitre du cours Système non linéaire. Ce chapitre s'intitule Plan de phase bifurcation. Comme son nom l'indique, ce chapitre est divisé en deux grandes parties. Une partie consacrée à la méthode du plan de phase et une deuxième partie consacrée aux bifurcations. Dans la partie consacrée à la méthode du plan de phase, on introduira d'abord des définitions et des concepts relatifs à cette méthode. Par la suite, on verra quelques méthodes qui vont nous permettre de tracer des trajectoires et un portrait de phase. On parlera alors des points singuliers et des cycles limites. Les cycles limites, comme on le verra, ce sont des phénomènes oscillatoires qui apparaissent dans les systèmes non linéaires. Pour la deuxième partie, après une généralité sur les bifurcations, on parlera brièvement de la bifurcation de Pitchfork et la bifurcation de Hopf. On commence donc avec la première partie. La méthode du plan de phase, tout d'abord, c'est une méthode graphique. C'est une méthode qui est limitée au système du second ordre. Les systèmes du second ordre sont également appelés systèmes planaires. Ce sont des systèmes non linéaires décrits par une équation différentielle du second ordre où le degré maximal de la dérivée qui apparaît est 2, ou bien par une représentation d'état avec deux variables d'état x1 et x2. Comme c'est une méthode graphique, elle se limite au système du second ordre, tout simplement parce qu'on peut tracer leur trajectoire sur un plan dans un repère x1, x2. Le principe de cette méthode est de visualiser les solutions de l'équation différentielle dans le plan. Les solutions de l'équation différentielle, ce sont des fonctions paramétrées par le temps et on va tracer ces solutions dans le plan x1, x2 en fonction du temps. Pour chaque condition initiale, on va avoir ce qu'on appelle une trajectoire du système et l'ensemble des trajectoires vont former, comme on le verra, un portrait de phase. Le principe de la méthode est d'analyser ces trajectoires et de tirer des conclusions sur le comportement du système. C'est une méthode qui est pratique, qui présente un certain nombre d'avantages. Premièrement, elle permet de conclure un ensemble d'informations qualitatives et même quantitatives sur le comportement du système. On peut déduire si le système est stable, si c'est un système oscillant qui présente des cycles limites à partir de l'analyse de la forme des trajectoires de phase. C'est une méthode qui s'applique également aux non-linéarités dures. Les non-linéarités dures, ce sont des systèmes non linéaires qui possèdent des non-linéarités qui ne sont pas forcément continues ou dérivables. Si vous prenez par exemple un relais, c'est une non-linéarité qui peut présenter une discontinuité à l'origine. Si vous prenez une saturation, vous pouvez également voir que la première dérivée n'est pas définie en tous les points de la non-linéarité. C'est une méthode qui n'exige pas des restrictions en termes de continuité ou de dérivabilité des non-linéarités. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle s'applique à beaucoup de systèmes physiques, vu que ces systèmes peuvent être simplifiés et ramenés à des systèmes du second ordre. La majorité des systèmes physiques, moyennant certaines hypothèses, peuvent être ramenés à des systèmes du second ordre. Si vous prenez par exemple des systèmes mécaniques, en appliquant la loi de Newton, la masse fois l'accélération égale à la somme des forces, on voit que c'est bien la dérivée seconde qui apparaît. L'accélération est la dérivée seconde de la position. On peut donc caractériser le comportement de ce système par une équation différentielle du second ordre. C'est la même chose si vous appliquez le formalisme de Lagrange. Voilà pour les avantages et le principe de la méthode du plan de phase.
On va maintenant introduire le vocabulaire de cette méthode. Comme on le verra, ce sont des concepts qui existent, qui sont déjà définis dans le cadre des systèmes dynamiques non linéaires, mais qui prennent un autre nom. C'est le même concept qui est redéfini avec un autre nom. On commence par la notion de variable de phase. Les variables de phase, ici, il n'y en a que deux, x1 et x2. Ce sont tout simplement les variables d'état. Vous voyez donc le changement de vocabulaire. Ce qu'on appelle variable d'état dans le cas général, ici on appelle variable de phase. Ce sont les coordonnées x1 et x2 dans l'espace d'état. Même chose, l'espace d'état ici sera appelé espace des phases ou plan de phase. La trajectoire du système qui est tracée dans le plan de phase est appelée trajectoire de phase. C'est la solution de l'équation différentielle du système pour une condition initiale donnée, x1, 0, x2, 0. C'est tout simplement la courbe qui va représenter les deux coordonnées x1 et x2 paramétrées par le temps allant de 0 à l'infini. Le portrait de phase, c'est tout simplement l'ensemble des trajectoires de phase tracées chacune pour une condition initiale différente. Le portrait de phase est un ensemble de trajectoires de phase pour différentes conditions initiales. Alors pratiquement, on peut obtenir ce portrait de phase en faisant varier les conditions initiales avec un pas légèrement différent. Pour mettre en pratique ces concepts, on va voir un exemple assez simple. C'est un système masse-ressort pour lequel les constantes ont été normalisées. On suppose qu'il n'y a pas de frottement visqueux. Si on applique le principe fondamental de la dynamique, on suppose que la masse est égale à l'unité, que la constante de raideur également est égale à l'unité, qu'il n'y a pas de force de frottement visqueux ni de force extérieure, on aboutit à l'équation différentielle suivante. X, c'est l'élongation du ressort ou la position de la masse. Pour une condition initiale x0, on peut calculer analytiquement la solution de cette équation différentielle du second ordre. La solution est x de t égale x0 cosinus de t. Maintenant, on va passer d'une représentation par équation différentielle à une représentation par équation d'état. On va faire le choix de nos variables d'état, comme on a l'habitude de le faire. On choisit x1 égale à x de t et x2 égale à la dérivée de x. Et on obtient les expressions de x1 et de x2 compte tenu de la solution qu'on vient de voir. Pour obtenir x2, il suffit de dériver x0 cosinus t, ce qui nous donne, par rapport au temps bien sûr, ce qui nous donne moins x0 sinus de t. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est tracer nos trajectoires de phase dans un plan x1 en abscisse et x2 en ordonnée. C'est ce que vous aviez l'habitude de faire en physique pour le tracé de la trajectoire d'un mobile. Vous obteniez ce qu'on appelait des équations horaires du mouvement, et pour obtenir l'équation de la trajectoire, on élimine le temps des équations horaires du mouvement. Si c'est un mouvement plan, vous aurez deux coordonnées, l'abscisse x1 et l'ordonnée x2. On va éliminer le temps entre ces deux variables en élevant x1 au carré et x2 au carré, et en sommant les deux termes, on va obtenir x1 au carré plus x2 au carré égale x0 au carré. On voit bien que c'est l'équation d'un cercle dont le centre est l'origine et le rayon x0. Voilà, donc pour cet exemple, les trajectoires de phase vont être des cercles concentriques, et en changeant les conditions initiales, le centre
plutôt le rayon du cercle va changer. On va voir maintenant comment passer d'une équation différentielle à une représentation d'état dans le cas général pour un système non linéaire du second ordre. La forme générale pour la représentation d'état d'un système non linéaire autonome du second ordre est la suivante. On a deux variables d'état, x1 et x2. x1 point sera égal à f1 et x2 point sera égal à f2. On ne voit pas apparaître le temps et la commande vu que le système est autonome. Pour chaque condition initiale, ce système va admettre une solution unique en supposant bien sûr que les deux fonctions vérifient les conditions de Cauchy pour les équations différentielles et garantir ainsi l'unicité de la solution. Dans la majorité des systèmes physiques, leur comportement, pour la majorité des systèmes physiques, le comportement est décrit par une équation différentielle explicite du second ordre, c'est-à-dire que la dérivée seconde apparaît explicitement en fonction de la variable et de la fonction et de sa dérivée première. On fait le même choix que pour l'exemple, on choisit x1 égale à x et x2 égale à sa dérivée à x point. On passe ainsi de cette représentation par équation différentielle à cette représentation par variable d'état. Une représentation d'état avec deux variables. Si on regarde le cas général, f1 sera égal à x2 et f2 sera égal à f. C'est finalement un cas spécial du cas général qui est ici. On va voir maintenant comment tracer les trajectoires de phase et obtenir le portrait de phase pour un système non linéaire. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir les trajectoires de phase. Alors, beaucoup de ces méthodes étaient utilisées avant l'introduction massive des calculateurs, des ordinateurs avec des logiciels et des algorithmes de calcul pour la simulation de systèmes dynamiques. Maintenant, on peut obtenir le portrait de phase ou les trajectoires de phase facilement en utilisant des logiciels spécialisés, Mathematica, MATLAB, Scilab, etc. C'est finalement une résolution numérique d'équations différentielles qui s'opère, puis les valeurs obtenues sont tracées sur le plan de phase. Maintenant, si on souhaite tracer ces trajectoires de phase à la main, il existe plusieurs méthodes. On va essentiellement se focaliser sur les deux premières, la méthode analytique et la méthode des isoprimes. Les autres méthodes, la méthode delta, la méthode de Liénard, la méthode de Pell, ce sont des méthodes qui ne sont pas générales. Elles s'appliquent à des systèmes du second ordre qui ont des formes particulières. On considère, comme on vient de le voir, un système non linéaire autonome du second ordre décrit par cette équation différentielle en faisant le choix qu'on a précisé précédemment, x1 égale à x, x2 égale à x point, on obtient la représentation d'état suivante. Alors, pour ces systèmes, les trajectoires de phase possèdent un certain nombre de propriétés. Premièrement, elles croisent l'axe x1 à angle droit. Toujours, quand on coupe l'axe x1, l'axe des abscisses, on a un angle droit. Ceci s'explique facilement. Quand on coupe l'axe x1, x2 est égal à 0. Et comme x2 est égal à 0, on aura x1 point qui est nul. Et si on calcule la pente, donc la pente sera égale à dx2 sur dx1. On aura une pente qui correspond à un angle droit. Les trajectoires tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens trigonométrique inverse. Dans ce sens,
Également, pour chaque point du plan de phase, passe une et une seule trajectoire. Les trajectoires de phase, en d'autres termes, ne se coupent pas. Si les trajectoires de phase se coupent, ça voudra dire que pour la même condition initiale, il y a deux solutions possibles. Si je pars du point d'intersection de deux trajectoires de phase, je dois choisir, est-ce que je pars dans le sens de la première ou de la deuxième trajectoire qui se coupe. Comme il n'y a qu'une seule solution, les trajectoires ne peuvent pas se couper. Sauf bien sûr pour un certain nombre de points qui sont appelés points singuliers, qu'on verra en détail par la suite, pour lesquels les deux fonctions f1 et f2 s'annulent. Pour les points singuliers, on aura x1 point qui est nul et x2 point également. La première méthode pour le tracé des portraits de phase est la méthode analytique. Quand on parle de méthode analytique, on parle de solution analytique. L'équation différentielle qui décrit le système est résolue analytiquement. On connaît ainsi les solutions G1 de t et G2 de t pour une certaine condition initiale. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éliminer le temps entre G1 et G2 pour trouver une expression qui va inclure uniquement x1 et x2. C'est la même démarche qu'on a adoptée avec l'exemple qu'on a vu, le système Masson-Sort. On a obtenu la solution analytique et on a éliminé le temps. Ceci correspond, l'élimination du temps correspond à la première technique. Dans la méthode analytique, il y a deux techniques. Une première technique, comme je viens de le dire, qui consiste à éliminer le temps entre les deux expressions analytiques de x1 et de x2. On va obtenir ainsi une expression qui va dépendre des conditions initiales. La deuxième technique consiste à diviser la différentielle de x2 par la différentielle de x1. Cette équation est obtenue en divisant x2 point par x1 point. Si je divise x1 point par x2 point, j'aurai dx1 sur dt, dx2 sur dt. Le dt se simplifie et on aura dx2 sur dx1. f2 sur f1. La différentielle par rapport au temps n'apparaît plus et on va intégrer cette équation différentielle par rapport à x2 et par rapport à x1. Et on va obtenir également l'expression où les variables x1, x2 apparaissent. Voilà pour la méthode analytique. En résumé, c'est une méthode qui n'est pas toujours possible puisqu'il est nécessaire de connaître exactement la solution de l'équation différentielle. Ce n'est pas toujours le cas. Si on souhaite tracer le portrait de phase sans résoudre l'équation différentielle, on peut faire recours à d'autres méthodes, comme la méthode des isoclines. On va d'abord définir c'est quoi une isocline. C'est tout simplement une courbe dans le plan de phase pardon, qui est définie comme le lieu des points des trajectoires de phase de pente alpha donné. Pour un alpha donné, tous les points de l'isocline correspondant à cette valeur ont une pente alpha par rapport aux trajectoires du système. En d'autres termes, je fixe mon alpha, je cherche tous les points dans les trajectoires qui ont une pente alpha et je les relie entre elles. Je les relie entre eux, ces points, pour obtenir l'isocline de pente alpha. Si on souhaite calculer l'équation de l'isocline de pente alpha, on va calculer la pente d'une trajectoire de phase. La pente d'une trajectoire de phase, comme x1 est l'axe des abscisses, x2 l'axe des ordonnées, comme on le sait, la pente d'une trajectoire, elle est égale à la différentielle de l'axe des ordonnées par rapport à celle de l'axe des abscisses.
L'axe des ordonnées, c'est x2. L'axe des abscisses, c'est x1. dx2 sur dx1, c'est f2 sur f1, comme on vient de le voir pour la deuxième technique de la méthode analytique. f2 sur f1 est la pente de la trajectoire de phase au point x1 et x2. Et on souhaite imposer une valeur alpha à cette pente. L'équation f2 sur f1 égale alpha est équivalente à celle-ci, f2 moins alpha f1 égale à 0. On voit qu'on obtient directement l'équation de l'isocline sans résoudre aucune équation différentielle. Elles sont faciles à obtenir et une fois qu'on connaît leur équation, on peut faire varier alpha et tracer un ensemble d'isoclines. La méthode des isoclines, 4 étapes. Premièrement, obtenir bien sûr l'équation de l'isocline dans le plan et la tracer pour une valeur alpha donnée. Le long de cette isocline, on va tracer des petits segments de droite, de pente alpha. On va voir ça sur le schéma suivant. Ce qui est en noir, ce sont les isoclines. On a obtenu l'équation de l'isocline, on fait varier le alpha. Pour alpha 1, j'obtiens une première isocline, et le long de cette isocline, je vais tracer des segments de pente alpha 1. Je répète cette opération pour différentes valeurs de alpha. Alpha 1, alpha 2, plusieurs valeurs, et je refais la même chose. Je trace des segments de droite. Et enfin, quand le plan est rempli d'isoclines, quand j'ai tracé suffisamment d'isoclines, pour chaque condition initiale, on va relier les segments de droite entre eux. On va prendre les segments qui sont proches et en les reliant, on va obtenir les trajectoires de phase. Ce qui est en noir, ce sont les isoclines. Ce qui est en rouge, ce sont les trajectoires de phase. On va voir comment calculer l'équation d'une isocline sur un exemple. On prend le système du second ordre suivant, x1 point égale x2, x2 point égale moins sinus x1, c'est un système non linéaire. L'équation des isoclines, c'est f2 sur f1 moins sinus x1 sur x2 égale à alpha. Ou bien x2 égale moins 1 sur alpha sinus x1. x2 est une sinusoïde d'amplitude 1 sur alpha, avec un déphasage. Si je fais varier alpha, je vais obtenir pour isocline un ensemble de sinusoïdes d'amplitude différente. Un autre exemple, l'équation de Van der Pol. L'équation de Van der Pol représente l'équation d'un oscillateur non linéaire en présence de frottement visqueux. Là, la raideur et la masse ont été normalisées à 1. Et ce coefficient 0,2 fois x2 au carré moins 1, c'est le coefficient de frottement visqueux qui n'est pas constant et qui est non linéaire. L'équation de l'isocline, c'est F2 sur F1. Alors F1 c'est x point et F2 c'est, là au lieu de mettre x1 et x2, on a mis x pour x1 et x point pour x2. Finalement l'équation de l'isocline est celle-ci. Il suffit juste de remplacer x1 par x1 et x point par x2. Voilà l'équation de l'isocline pour ce système du second ordre, pour une pente alpha donnée. Ce qu'on a représenté ici, ce sont les trajectoires de phase pour ce système. Vous voyez que les trajectoires de phase, en démarrant d'un point quelconque, vont être attirées par cette trajectoire fermée. On va voir par la suite que ça s'appelle un cycle limite et que ça correspond à un comportement oscillatoire.
De même, si on démarre à l'intérieur de cette trajectoire fermée, la trajectoire va être attirée par le cycle limite. On reparlera de ça en détail dans la section consacrée au cycle limite. Un dernier exemple, cette fois-ci avec un système linéaire, x1 point égale x2, x2 point égale moins x1. L'équation de l'isocline, dx2, dx1, f2 sur f1, ce sera moins x1 sur x2. Voilà l'équation des isoclines. C'est une droite passant par l'origine. Dans le cas de ce système linéaire, l'ensemble des isoclines vont être des droites passant par l'origine. Alors, si vous prenez des droites passant par l'origine et que vous tracez des segments sur ces droites et que vous les reliez, vous allez obtenir des cercles. Pour ce système, les trajectoires de phase vont être des cercles concentriques. C'est ce qu'on vérifie en traçant le portrait de phase pour ce système. Ce sont bien des cercles concentriques autour de l'origine. Le rayon des cercles varie en faisant varier les conditions initiales. On a parlé des trajectoires de phase. Comment tracer ces trajectoires de phase? On a vu que ces trajectoires pouvaient partir, se concentrer autour de points particuliers qui sont appelés les points singuliers. Qu'est-ce qu'un point singulier? C'est tout simplement un point où le système possède des dérivées nulles. Si x1 point est nul et x2 point est nul, le point correspondant s'appelle un point singulier. On l'appelle également point stationnaire. Comme on l'a dit précédemment, il y a un changement de vocabulaire. Ce qu'on appelle dans le cas général un point d'équilibre pour un système non linéaire, dans le vocabulaire de la méthode du plan de phase, on l'appelle point singulier, point stationnaire. Pour rechercher ces points, on doit résoudre l'équation algébrique non linéaire suivante par rapport à x1 et x2. f1, x1, x2 égale à 0, f2, x1, x2 égale à 0. Alors pourquoi on l'appelle point stationnaire ou point singulier ou point d'équilibre? Si les dérivées sont nulles, ça voudra dire que les variables x1 et x2 sont constantes. Si les variables sont constantes, le système va rester sur ce point. Si on part d'un point singulier comme condition initiale et qu'il n'y a pas de perturbation ni d'excitation extérieure, on va rester indéfiniment sur ce point. C'est pour cette raison qu'on l'appelle point stationnaire ou point d'équilibre. Comme on l'a dit précédemment, pour un point singulier, la trajectoire de phase n'est pas définie, vu que f1 est nul. Et contrairement aux autres points, pour un point singulier, les trajectoires de phase peuvent se croiser. C'est une singularité de l'appellation de point singulier. On va maintenant étudier les points singuliers, d'abord dans le cas linéaire, puis dans le cas non linéaire. On est toujours dans le cadre des systèmes planaires, les systèmes du second ordre. On considère un système linéaire stationnaire du second ordre. X est dans R2 et A est une matrice carrée 2 fois 2. Si on souhaite rechercher les points singuliers de ce système, on annule la dérivée de x. Ax égale à 0. Si la matrice A est non singulière, de déterminant non nul, on trouvera une seule solution, x égale à 0. Pour un système linéaire non singulier, pour un système linéaire avec une matrice A non singulière, il existe un seul point d'équilibre, c'est l'origine. On va maintenant analyser le comportement du système par rapport aux valeurs propres de A. En d'autres termes, quelle sera la forme des trajectoires de phase autour de ce point singulier en fonction des valeurs propres de A. Le premier cas est celui où on a deux valeurs propres, lambda 1, lambda 2, toutes les deux réelles et négatives.
le système est stable, et comme les valeurs propres sont réelles, il ne présente pas d'oscillation. Le point singulier est un nœud stable. Il y a une infinité de trajectoires de phase qui passent par ce point. Le deuxième cas est celui où on a deux valeurs propres, toutes les deux réelles également, mais toutes les deux strictement positives. Dans ce cas, le système est instable, mais il n'oscille pas. Le point singulier correspond à un nœud instable. Finalement, un nœud, c'est un point singulier qui correspond à deux valeurs propres réelles de même signe. Maintenant, si on a des valeurs propres réelles de signes opposés, l'une négative, l'autre positive, le négatif va essayer de ramener le système vers la stabilité, le positif va essayer de le ramener vers l'instabilité. Bien sûr, le système est instable, c'est la partie instable qui va gagner. Et le point singulier s'appelle un point col ou un point sel. On va voir par la suite le portrait de phase correspondant à chacun de ces points. De même, pour ce point, il n'existe pas une solution unique, puisqu'on va voir qu'il y a deux trajectoires de phase qui passent par ce point. On a vu le cas où on a des valeurs propres réelles, on va voir maintenant le cas où on a des valeurs propres complexes. Bien sûr, si on a des valeurs propres complexes, ça va être par paire de complexes conjugués. Si on a des valeurs propres complexes conjuguées à partie réelle strictement négative, H est positif, moins H est négatif, la partie réelle est négative, le système est stable. Par contre, la présence d'une partie imaginaire non nulle va créer plutôt des oscillations dans le système. Ces oscillations vont donner une forme spirale, trajectoire de phase, et le point singulier va s'appeler un foyer. De même, si on a deux valeurs propres complexes conjuguées avec une partie réelle positive, le système est instable, il aura aussi une forme de spirale, ça sera un foyer instable. Le dernier cas de figure, c'est celui où les deux valeurs propres sont imaginaires pures, sur l'axe des imaginaires. À ce moment-là, le système aura des oscillations maintenues ou des oscillations entretenues. Les trajectoires vont être une famille d'ellipses. Un cas particulier, c'est des cercles concentriques. Et le point singulier s'appelle un point centre. Voilà en résumé ce qu'on vient de dire. Si les valeurs propres sont réelles de signes de même signe, c'est un nœud, stable si négatif, instable si positif. Si elles sont de signes différents, c'est un point col ou un point sel, réel bien sûr. Dans le cas de valeurs propres complexes conjuguées, ça sera un foyer. Si il est stable, si la partie réelle est négative, instable si la partie réelle est positive. Pour des valeurs propres imaginaires pures, ça sera un point centre. Maintenant, on va voir quelle est la forme des trajectoires de phase ou du portrait de phase correspondant à chaque point singulier. Pour un point singulier qui a des valeurs propres réelles négatives, on a vu que c'est un nœud stable, les trajectoires ne vont pas osciller et elles vont être attirées par le point singulier. De même, pour un nœud instable, les valeurs propres sont réelles, mais positives. Les trajectoires vont être repoussées par l'origine. Elles vont s'éloigner indéfiniment. Si on a deux valeurs propres réelles de signes opposés, l'une tendra à stabiliser, l'autre à déstabiliser le système. On voit sur les trajectoires que le système tend à venir vers l'origine, mais l'instabilité l'en éloigne. Il tend à venir, l'instabilité l'en éloigne. On voit ici qu'il y a deux trajectoires qui passent par le point
singulier. Dans la partie droite, ça correspond à des valeurs propres qui ont une partie imaginaire non nulle. Le premier cas est celui où les valeurs propres ont une partie réelle strictement négative. La présence de parties imaginaires va donner un comportement oscillatoire du système, ce qui va se traduire par une trajectoire en spirale. Et comme les parties sont négatives, le système est stable, il va tendre à revenir à l'origine. On appelle cette trajectoire, ce point singulier, on l'appelle un foyer stable. Même chose, si les parties réelles sont strictement positives, le système tendra à s'éloigner de l'origine, il est instable tout en tournant avec une forme en spirale. Là aussi, le système va présenter des oscillations divergentes. Ici, les oscillations sont convergentes, elles vont revenir à 0. Si les deux valeurs propres sont imaginaires pures, le système aura des oscillations entretenues et les trajectoires de phase vont être des cercles. Dans le cas linéaire, ça va être des cercles, tout simplement. Alors, l'analyse qu'on vient de faire est valable pour le cas linéaire. On va maintenant voir quelle sera la forme des trajectoires de phase pour un système non linéaire du second ordre. On rappelle l'équation ou la forme générale de la représentation d'état de ce système. Pour rechercher les points singuliers, comme on l'a vu, on annule F1 et F2 et on résout cette équation algébrique par rapport à x1 et x2. On peut trouver plusieurs solutions, chacune correspondant à un point singulier. Le principe de la méthode qu'on va exposer est de linéariser le système non linéaire autour de chaque point singulier et de faire l'analyse, comme on vient de le voir, du linéarisé tangent en étudiant les valeurs propres de la matrice A du linéarisé tangent. Alors, comment obtenir le linéarisé tangent? Premièrement, une fois qu'on a obtenu les points d'équilibre, on va appeler x1 et x2 les coordonnées d'un point d'équilibre quelconque. On va faire un changement de coordonnées ou un changement de variable. On va poser grand x1 c'est x1 moins x1 et grand x2 c'est x2 moins x2. Ce changement de variable a pour objectif de recentrer l'axe x1 et x2 au point singulier. Le centre va être le point singulier, ça ne va pas être l'origine. Et une fois qu'on a fait ce changement de variable, on remplace également grand x1 et x2 dans les équations d'état du système et on va obtenir la nouvelle équation d'état avec les variables grand x1 et grand x2. À partir de cette nouvelle équation d'état, on va calculer le linéarisé tangent autour de l'origine, parce que cette fois-ci, on a ramené le centre des axes x1 et x2 autour du point singulier. La matrice A est tout simplement la jacobienne de la fonction vectorielle f1, f2, si on les prend toutes les deux ensemble. On calcule les dérivées partielles de f1 par rapport à x1 et x2 et celle de f2 par rapport à x1 et x2, évaluées bien sûr à l'origine. X1 égale, grand x1 égale à 0, grand x2 égale à 0. On peut bien sûr obtenir la jacobienne sans faire ce changement de variable. Il suffit alors de calculer la jacobienne par rapport au petit f, mais en l'évaluant cette fois-ci au point xe, en xe1 et en xe2. Une fois qu'on a obtenu le linéarisé tangent, on connaît la matrice A, on calcule ses valeurs propres et on fait la même analyse que celle qu'on vient de faire pour le système linéaire. Maintenant, la question qui se pose, une fois que j'ai fait l'analyse des valeurs propres du système linéaire, quelles sont les conclusions que je peux obtenir par rapport aux trajectoires de phase du système non linéaire, le système originel, autour du point singulier considéré? On a trois cas de figure.
Le premier cas, c'est celui où le point singulier du système non linéaire, analysé à partir du linéarisé tangent, correspond à un nœud stable, un foyer stable ou un point seul. C'est-à-dire, je prends mon système non linéaire, je calcule ses points singuliers, je calcule le linéarisé tangent du point du système non linéaire autour de ce point singulier, j'obtiens la matrice A, je calcule mes valeurs propres, et une fois que j'ai calculé mes valeurs propres, je trouve que ça correspond à un nœud stable de valeurs propres réelles négatives, un foyer stable de valeurs propres complexes partie réelle négative ou un point seul. Le point seul de valeurs propres réelles de signe opposé. Pour le linéarisé tangent. Alors, la conclusion qu'on peut faire dans ce cas, c'est que les trajectoires de phase du système non linéaire autour du point singulier se comportent de façon similaire à celle d'un nœud stable, d'un foyer stable et d'un point seul. Ça ne voudra pas dire que les trajectoires seront identiques à celles du système linéaire, mais elles auront la même forme. Si c'est un foyer, ça aura la forme des trajectoires correspondant à un foyer. Si c'est un nœud, ça sera aussi la forme des trajectoires. Il y aura une légère déformation des formes qui est due, bien sûr, au changement de variable et à l'approximation faite en passant au linéarisé tangent. La même conclusion peut être faite si on a un nœud instable, un foyer instable. Alors les trajectoires de phase du système non linéaire autour du point singulier aura la même forme que celle d'un foyer instable ou d'un nœud instable. Alors le seul cas où on ne peut pas conclure, c'est celui où on a, dans le cas du linéarisé tangent, des valeurs propres sur l'axe imaginaire. En d'autres termes, le système, le linéarisé tangent, est un point centre. Dans ce cas, on ne peut rien conclure sur le comportement des trajectoires de phase du système non linéaire autour du point singulier. On appelle ce cas un cas critique de Lyapunov. Comme on le verra par la suite dans le cours sur la stabilité de Lyapunov, comme pour ce cas, on ne pourra pas conclure sur la stabilité du système non linéaire si le linéarisé tangent possède des valeurs propres sur l'axe imaginaire. L'interprétation qu'on peut faire, c'est que le non linéaire est approximé par le linéarisé tangent. Compte tenu de l'erreur due à cette approximation, le point centre peut basculer soit à droite, soit à gauche. On ne sait pas alors si ça va être un foyer stable ou un foyer instable. On ne peut donc rien conclure par rapport au comportement du système non linéaire. Un exemple pour l'analyse des points singuliers d'un système non linéaire. On considère le système non linéaire décrit par cette représentation d'état. Le mu est un paramètre réel qui varie. La première démarche qu'on va adopter pour analyser les points singuliers de ce système, c'est le calcul du linéarisé tangent. On va se limiter au point d'équilibre à l'origine, le point x1,0 et x2,0. On vérifie facilement que c'est un point singulier. Si je remplace x1 x2 par 0, je vais avoir les deux dérivés, x1 point qui est nul et x2 point qui est nul également. Maintenant, pour calculer le linéarisé tangent autour de l'origine, c'est assez simple dans ce cas. Je vais juste éliminer les termes non linéaires et j'aurai x1 point égale moins x2, x2 point égale x1. Voilà la partie linéaire de mon système. À ce moment-là, j'obtiens directement la matrice A. A sera égal à 0, moins 1 pour la première ligne et 1, 0 pour la deuxième ligne. Si je calcule les valeurs propres de cette matrice, je vais trouver deux valeurs propres imaginaires pures, plus j et moins j. On trouve que c'est un point centre pour le linéarisé tangent. On est dans le troisième cas, le cas critique de Lyapunov. On ne peut rien conclure concernant les trajectoires de phase du système non linéaire à partir de l'analyse du linéarisé tangent. Ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est
de faire des manipulations sur le système non linéaire. Une façon de faire est de faire un changement de variable, de passer des coordonnées cartésiennes x1 et x2 aux coordonnées polaires r et θ. Pour rappel, le r c'est le rayon, c'est la distance entre l'origine et le point, et le θ c'est l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur qui relie l'origine au point. À partir de ce changement de variable, on va obtenir la représentation d'état du système dans les nouvelles coordonnées r et θ. Je vous laisse faire le calcul en guise d'exercice. En utilisant cette représentation d'état initial et ce changement de variable, on montre après un calcul que la représentation d'état dans les nouvelles coordonnées r et θ est r point égale moins mu r puissance 3, θ point égale à 1. On va utiliser cette représentation pour analyser le comportement du système autour de l'origine. Quelle sera la forme des trajectoires de phase en fonction de mu. Mu est un paramètre réel, il peut être positif, il peut être négatif. Premièrement, en regardant θ point égale à 1, θ c'est l'angle, θ point c'est la vitesse de rotation. θ point égale à 1, ça voudra dire que les trajectoires de phase vont tourner à une vitesse constante, égale à 1, dans le sens positif. Maintenant, on va voir quel sera le comportement du rayon. On va commencer par des valeurs de mu positives. Si mu est positif, moins mu fois R3 est négatif. Et par conséquent, R point est également négatif. La dérivée de R étant négatif, R est décroissant. Finalement, le rayon des trajectoires va décroître tout en tournant. On aura des trajectoires qui tournent et dont le rayon diminue. Elles vont finalement se diriger vers l'origine. Si on regarde le tableau, des trajectoires qui tournent et qui se ramènent vers l'origine correspondent à un foyer instable. Même chose, si le mu est négatif, moins mu est positif, et moins mu R3 sera également positif. Donc pour mu négatif, R point sera positif et le rayon va augmenter. On aura des trajectoires qui tournent et pour lesquelles le rayon va augmenter. Elles vont s'éloigner de l'origine. Elles vont correspondre, pour la première figure, les trajectoires vont tourner. Donc pour mu positif, je me suis trompé. Pour mu positif, les trajectoires vont tourner et se rapprocher de l'origine. Le rayon va diminuer. Pour mu négatif, les trajectoires vont tourner et s'éloigner de l'origine. Le R augmente. Un cas limite, c'est quand mu est égal à 0. Dans ce cas, on aura R point qui est nul. Le R est constant. On aura des trajectoires qui auront la forme d'un cercle. Ça sera un point centre. Dans ce deuxième exemple, sur l'étude des points singuliers d'un système non linéaire et de la forme des trajectoires de phase autour de ce point singulier, on parlera de l'équation de Duffing. L'équation de Duffing correspond à un oscillateur non linéaire pour lequel le coefficient de rappel est non linéaire. Précédemment, on a vu avec l'équation de Van der Pol un oscillateur non linéaire dans lequel le coefficient de frottement visqueux était non linéaire. Dans ce cas, il s'agit du coefficient de rappel. On a appelé Y la variable qui correspond à l'oscillateur. Le coefficient de frottement visqueux est supposé dans ce cas constant et positif. On a choisi les valeurs suivantes pour les constantes alpha, k et bêta. On obtient l'équation suivante de l'oscillateur de Duffing.
Pour revenir au même formalisme, aux mêmes notations que précédemment, on pose x1 égale à y, x2 égale à y point, et on obtient la représentation d'état de notre système. Il s'agit bien sûr d'un système non linéaire pour la deuxième équation d'état. On va d'abord calculer l'équation des isoclines qui peuvent nous servir pour le tracé des portraits de phase. Pour une pente alpha, on a l'équation suivante d'une isocline. Maintenant, on va rechercher les points singuliers de notre système. Pour obtenir les points singuliers, on doit résoudre l'équation algébrique suivante. On a directement la valeur de x2 qui est nulle. En remplaçant x2 dans la deuxième équation, on résout par rapport à x1. On factorise par rapport à x1 et on trouve trois solutions possibles, 0, racine de 2 et moins racine de 2. On aura ainsi trois points singuliers. 0, 0, racine de 2, 0, moins racine de 2, 0. On va calculer le linéarisé tangent autour de chacun de ces points singuliers. On commence par l'origine, 0, 0. Alors, le calcul du linéarisé tangent pour l'origine est assez simple. On élimine ce terme, 0,5 x1 puissance 3, qui est un terme non linéaire, et on obtient la représentation d'état x1 point égale x2, x2 point égale moins x1, moins 0,04 x2. On forme la matrice A et on calcule le polynôme caractéristique, déterminant de lambda i moins a égale à 0, et on obtient l'équation caractéristique suivante. On n'a pas forcément besoin de calculer les valeurs propres lambda 1 et lambda 2. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces valeurs propres sont réelles, est-ce qu'elles sont complexes, est-ce que leur partie réelle est positive ou négative. D'ores et déjà, si on calcule le discriminant delta, on voit qu'il est négatif. 0,04 au carré, moins 4, c'est inférieur à 0. On aura donc des racines complexes. Maintenant, ces racines complexes, est-ce qu'elles ont une partie réelle positive ou négative? Comme vous le savez, la somme de deux racines d'un polynôme, x au carré plus bx plus c, c'est moins b sur 2a. Ici, b, c'est 0,04, a, c'est 1. Donc, on aura moins 0,04 pour la somme de lambda 1 et lambda 2. Pardon, moins 0,04 sur 2, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le signe des racines. On aura deux racines complexes dans la partie réelle. La somme des parties réelles est négative. Comme les racines complexes sont conjuguées, elles ont la même partie réelle. On aura deux valeurs propres complexes à partie réelle négative, ce qui correspond à un foyer stable. Pour l'origine, on a un foyer stable. D'après ce qu'on a vu précédemment, même pour le système non linéaire, les trajectoires de phase auront la forme d'un foyer stable autour de l'origine. Ce qui est valable pour le linéarisé tangent est aussi valable pour le système non linéaire. Pour les deux autres points singuliers, alors on a introduit le petit delta ici qui vaut plus ou moins 1 pour étudier d'un seul coup les deux points singuliers. On fait le changement de variable, comme on l'a vu, grand x1 c'est x1 moins delta. Grand x2 est égal à x2 puisque x2 équilibre est égal à 0. En passant aux nouvelles variables d'état, on obtient la représentation d'état suivante. Delta étant égal à plus ou moins 1. On a regroupé dans le terme px les termes non linéaires. Le terme moins x1 est linéaire, le terme moins 0,04 x2 est linéaire. Les autres termes, on les a regroupés dans les de x1, x2. Pour le calcul du linéarisé tangent, on va prendre uniquement cette partie et on va calculer son polynôme caractéristique à partir de la matrice A.
même chose, le discriminant est négatif. Pardon, dans ce cas, le discriminant est positif, puisqu'on a un moins ici, donc on aura 0,4 au carré, moins, donc il y aura un plus, et la somme des racines est négative. Elles sont de signes opposés. Pourquoi? Parce que on peut aussi déduire le produit des deux racines. Le produit des deux racines est égal à moins c sur a. Ici, c est négatif. On aura deux racines réelles de signes opposés. Ça correspond donc à un point commun. En conclusion, pour le premier point singulier, il s'agit d'un foyer stable. Pour le deuxième et le troisième point singulier, il s'agit d'un point commun. Dans les deux cas de figure, on peut appliquer on peut conclure pour le système non linéaire et dire que les points singuliers, même pour le non linéaire, sont de même nature que pour le linéaire. On voit ici la forme des trajectoires de face. En bleu, on voit effectivement qu'il s'agit de trajectoires qui entourent les points singuliers. C'est bien un point col pour ici et là, donc pour les deux points. Donc je rappelle qu'ils sont situés à moins racine de 2, 0 et racine de 2, 0. Voilà, donc pour le premier, on entoure, et pour le deuxième. Pour le point origine, on a vu que c'est un foyer stable. Effectivement, la trajectoire qui démarre d'ici va être attirée et elle va tourner. Un foyer stable ici, un foyer stable ici et un col ici et un col. Bien sûr, l'interaction des points singuliers entre eux va modifier la forme du portrait de face. Dans cette dernière partie, ou dans cette dernière section de la première partie de ce chapitre, on va parler des cycles limites. Les cycles limites est un phénomène important qui apparaît dans les systèmes non linéaires. Il s'agit d'oscillations. Il est important d'éviter les oscillations car celles-ci peuvent endommager ou mettre en péril le fonctionnement d'un système. Par conséquent, il est important de savoir quand est-ce que ces oscillations apparaissent et éventuellement connaître leurs caractéristiques, leur amplitude, leur fréquence, etc. Contrairement à un système linéaire autonome, le système non linéaire peut être le siège d'oscillations qui ont un certain nombre de propriétés. Premièrement, elles sont structurellement stables. La stabilité structurelle est une stabilité par rapport aux paramètres du système. Si vous prenez un système linéaire, ce système peut être le siège d'oscillation. Ces oscillations peuvent avoir trois formes. Soit elles sont amorties, les oscillations vont s'amortir pour revenir vers 0, soit elles sont divergentes, les oscillations vont commencer à avoir une amplitude de plus en plus importante jusqu'à aller vers l'infini, pratiquement aller vers la saturation, ou bien ça va être des oscillations entretenues. On aura des sinusoïdes d'amplitude constante. Le cas des oscillations entretenues ou auto-entretenues est un cas limite entre les oscillations divergentes et les oscillations convergentes ou les oscillations amorties. Ce cas correspond à des valeurs propres qui sont uniquement sur l'axe imaginaire. Si des paramètres du système linéaire varient, la position de ces valeurs propres ou des pôles du système, s'il est décrit par une représentation en fonction de ton cercle, vont basculer soit à gauche du demi-plan, le demi-plan gauche, le système va devenir stable, soit à droite, le système va devenir instable. Les oscillations donc vont soit s'amortir, soit diverger. La conclusion de cette analyse est que dans le cas d'un système linéaire,
les oscillations auto-entretenues ne sont pas structurellement stables. Une petite variation des paramètres du système conduira forcément à ne plus avoir d'oscillation auto-entretenue. Ce n'est pas le cas des systèmes non linéaires, même si vous variez, bien sûr, dans certaines limites, les paramètres du système, les oscillations qui apparaissent dans un système linéaire peuvent se maintenir. Bien sûr, il s'agit d'oscillations qui ne sont pas forcément sinusoïdales. C'est un phénomène périodique, mais qui n'est pas forcément sinusoïdal. La deuxième caractéristique qui distingue des oscillations non linéaires d'oscillations linéaires, c'est l'amplitude des oscillations. L'amplitude des oscillations d'un système linéaire va dépendre des conditions initiales. En quelque sorte, c'est une impulsion, une énergie initiale qui est fournie au système et qui est maintenue. Vous ne pourrez pas avoir la même amplitude à chaque fois si les conditions initiales sont différentes. Contrairement à ce cas, les oscillations non linéaires vont avoir une amplitude qui est indépendante des conditions initiales. Voilà donc les deux différences entre les oscillations d'un système linéaire et celles d'un système non linéaire. Les oscillations d'un système non linéaire sont appelées cycles limites, on va voir pourquoi, et elles sont caractéristiques des systèmes non linéaires. On aboutit ainsi à la définition d'un cycle limite. C'est une trajectoire fermée dans le plan de phase et elle est associée à un comportement oscillatoire du système. Alors pourquoi une trajectoire fermée correspond à un comportement oscillatoire? Tout simplement, quelque chose qui est fermé, la trajectoire va se répéter. Il y a ainsi un aspect périodique dans le comportement du système, aussi bien pour x1 que pour x2. Ainsi, une trajectoire fermée est une trajectoire qui se répète. Les deux variables x1 et x2 vont se répéter et on aura un signal périodique des oscillations. On peut distinguer trois types de cycles limites en fonction de la forme des trajectoires du système ou de l'évolution de ces trajectoires au voisinage d'un cycle limite. On peut avoir un cycle limite stable. Dans le cas d'un cycle limite stable, toutes les trajectoires qui sont au voisinage du cycle limite vont converger vers ce cycle quand le temps tend vers l'infini. Rappelez-vous, un cycle limite est une trajectoire de phase qui est fermée. Si on démarre à l'intérieur de cette trajectoire, on va être attiré par le cycle limite et converger vers celui-ci. Si on démarre à l'extérieur de cette trajectoire fermée, même chose, on va être attiré vers cette trajectoire et converger vers elle. Et si on démarre sur la trajectoire elle-même, naturellement, on va rester sur cette trajectoire. Le deuxième cas de figure est celui des cycles limites instables. Dans ce cas, toutes les trajectoires qui démarrent à l'intérieur ou à l'extérieur du cycle limite vont diverger. Elles ne vont pas être attirées par le cycle limite. Pour les cycles limites semi-stables, c'est soit les trajectoires internes qui sont attirées, soit les trajectoires qui démarrent de l'extérieur qui sont attirées, mais pas les deux à la fois. On va voir un exemple de cycle limite. On considère le système décrit par la représentation d'état suivante. C'est un système non linéaire du second ordre. Comme pour l'un des exemples précédents, on passe aux coordonnées polaires en définition des nouvelles coordonnées r et θ en fonction de x1 et x2. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était de définir x1 et x2 en fonction de θ. Là, on a défini r et θ en fonction de x1 et de x2. Toujours en guise d'exercice, vous pouvez montrer que ce système s'écrit dans les nouvelles coordonnées r et θ sous la forme suivante: r point égale moins r fois r au carré moins 1,
et dθ sur dt égale moins 1. Là, les trajectoires vont tourner à une vitesse constante dans le sens trigonométrique inverse. On va voir le signe de R point pour conclure si les trajectoires vont être attirées ou repoussées vers le cycle limite. Selon la valeur de R, on a si le système démarre sur le cercle unité, si R est égal à 1, on aura R point qui est égal à 0. R au carré moins 1 s'annulera puisque R est égal à 1 et on aura R point est égal à 0. Le R est ainsi constant. On reste sur le rayon de cercle de rayon 1 et on va tourner dans le sens trigonométrique inverse, le sens des aiguilles d'une montre. Le cercle de rayon 1 est ainsi un cycle limite puisque c'est une trajectoire de phase qui est fermée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on démarre à l'intérieur de cette trajectoire de phase fermée, ce cycle limite? Si on est à l'intérieur du cercle, le rayon est inférieur à 1. Comme R est inférieur à 1, R au carré moins 1 l'est aussi. Il sera négatif. R étant toujours positif, négatif avec un moins sera positif. Et on aura un R point qui est positif. Si on démarre à l'intérieur du cercle unité, donc, le rayon va croître. Et on va être attiré par le cercle unité. On conclut que le cycle limite, qui est le cercle unité, est attractif de l'intérieur. On va voir maintenant est-ce qu'il est attractif de l'extérieur. Si R est supérieur à 1, on est à l'extérieur du cycle limite. On aura R au carré moins 1 qui est positif et moins R fois R au carré moins 1 qui est négatif. R point négatif, R décroît. La trajectoire qui démarre à l'extérieur du cycle limite va être attirée par le cycle limite. Je rappelle qui est le cercle unité. Le cercle va donc attirer les trajectoires qui sont à l'extérieur. En conclusion, ce cercle, cette trajectoire, attire à la fois cette trajectoire fermée, ce cycle limite, attire à la fois les trajectoires qui démarrent de l'intérieur et de l'extérieur. Il s'agit par conséquent d'un cycle limite stable. L'analyse que l'on vient de faire peut être vérifiée en résolvant analytiquement l'équation différentielle R point égale moins R fois R au carré moins 1. On obtient la solution analytique suivante. Et si on trace cette fonction-là, fonction des conditions initiales, R0, C0 est un terme qui dépend de la condition initiale R0. R0, c'est le rayon à l'instant t égale à 0. Si R0 est supérieur à 1, on est à l'extérieur. Si R0 est inférieur à 1, on est à l'intérieur. Et vous remarquez, si R0 est égal à 1, on aura un C0 qui est égal à 1 sur 1 moins 1, 0. On aura un 0 ici. Et on aura R de t qui est égal à 1. On se maintient sur la trajectoire fermée. Vous pouvez également tracer sur MATLAB, par exemple, l'ensemble des courbes qui correspondent à R de t en fonction de t pour différentes valeurs de R0 et vérifier effectivement qu'il s'agit d'un cycle limite stable. On termine cette première partie avec deux théorèmes sur l'existence de cycle limite. Ce sont des théorèmes généraux qui s'appliquent au système dynamique et qui nous renseignent sur la nature des points singuliers et éventuellement sur la forme des trajectoires de phase. Le premier théorème va nous informer s'il existe ou pas des cycles limites. Comme on l'a évoqué précédemment, il est important de savoir s'il existe des cycles limites.
l'existence des cycles limites dans un système linéaire nous permet de savoir si le système va osciller ou pas. Bien sûr, les oscillations ne sont pas quelque chose de souhaitable pour un système asservi. Le premier théorème, c'est le théorème de Poincaré. Il s'énonce comme suit. Si un cycle limite existe pour un système non linéaire du second ordre, alors grand N est égal à grand S plus 1. Qu'est-ce que grand N? C'est le nombre de points col que le cycle limite entoure, et S, c'est le nombre de nœuds, de centres et de foyers que le cycle limite entoure. En résumé, on peut à la fois savoir si on connaît des points singuliers, savoir si il existe ou pas des cycles limites. Alors, le deuxième et le troisième théorème, en fait, le troisième théorème généralise en quelque sorte le deuxième. Pour un système non linéaire du second ordre, le deuxième théorème, c'est le théorème de Bendixson, aucun cycle limite ne peut exister dans une région du plan de phase dans laquelle des rangs f1 sur des rangs x1 plus des rangs f2 sur des rangs x2 ne s'annulent ni ne changent de signe. Si je prends une région du plan de phase et que je calcule cette fonction et que je trouve que cette fonction garde un signe constant et ne s'annule pas dans cette région, alors il ne peut pas exister de cycle limite dans cette région. Le dernier théorème, c'est le théorème de Poincaré-Bendixson. Pour un système non linéaire du second ordre, si une trajectoire demeure dans une région finie, alors une des trois propositions suivantes est vraie. La première, soit la trajectoire rejoint le point d'équilibre, un point d'équilibre quelconque, puisque le système peut en avoir plusieurs. La trajectoire va tendre asymptotiquement vers un cycle limite, ou bien la trajectoire est elle-même un cycle limite. En résumé, la trajectoire ne va pas tourner indéfiniment sans destination. Elle aura une destination finale. C'est soit un point d'équilibre, soit un cycle limite, soit, si on démarre sur un cycle limite, on reste sur un cycle limite. Bien sûr, il s'agit des trajectoires qui demeurent dans une région finie. Si la trajectoire est divergente et qu'elle va vers l'infini, ce théorème ne s'applique pas. C'est un théorème qui s'applique pour les systèmes qui sont en quelque sorte qui n'ont pas de trajectoire, qui divergent vers l'infini. Voilà pour la première partie consacrée à la méthode du plan de phase. On se retrouvera dans la deuxième partie qui est consacrée aux bifurcations.